Parfait, donc il est 15h10 et comme nous l'avions annoncé dans l'emailing, nous allons commencer la présentation de l'appel à projet 2025 du PEPRMIE et et vous apporter un maximum d'informations. Donc encore une fois, à titre informatif, ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne sur notre site internet. Nous compilerons l'ensemble de vos questions et nous ferons une FAQ que nous mettrons aussi en ligne, comme ça vous aurez un document sur lequel vous pourrez vous référer. De plus, pour l'ensemble de vos questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous y répondrons à la fin de la présentation, donc du coup vers 15h30, plus ou moins. Et à ce moment-là, vous aurez aussi l'occasion du coup de vous exprimer à l'oral si vous avez des questions et ce genre de choses. Donc, commençons la présentation. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Tiffany Pierre, je suis chargée de mission sur le programme PEPRMIE au sein de l'ANRS-MIE et je suis accompagnée du coup de Morgane et de Madame Immaculada Ortega-Pérez, qui font elles aussi partie de l'équipe se chargeant du PEPRMIE. Donc, comme nous l'avions évoqué, nous avons fait l'accueil des participants et maintenant, on va commencer la présentation générale du PEPRMIE ainsi que le bilan des appels à projets 2023 et 2024 du PEPRMIE, soit Programme et équipement prioritaire de recherche sur les maladies infectieuses émergentes. Donc, du coup, le webinaire pour les questions et réponses commencera vers 15h30 et se clôturera à 16h. Donc, comme je l'ai précisé, nous allons commencer avec une présentation générale du PEPRMIE. Donc, tout d'abord, le PEPRMIE fait partie du volet de recherche de la stratégie nationale d'accélération MIE-MN, donc maladies infectieuses émergentes, menaces nucléaires, financée dans le cadre de France 2030. Les objectifs du PEPRMIE visent à structurer et consolider la communauté scientifique dans le domaine des maladies infectieuses émergentes, tout en accélérant l'acquisition des connaissances pour une meilleure préparation au risque d'épidémie ou de pandémie. Il vise le développement d'une capacité d'anticipation et de réponse rapide et efficace en termes de prévention, traitement, etc. Les objectifs du PEPRMIE visent à structurer et consolider la communauté scientifique dans le domaine des maladies infectieuses. Excusez-moi, donnez-moi une petite seconde. Donc, comme expliqué, il permettra une préparation au risque de pandémie tout en amenant une capacité de réponse plus rapide et efficace en termes de détection-prévention. De plus, il vise une augmentation significative de la communauté scientifique française via une mise à l'échelle des résultats et de ressources issues de la recherche académique et de partenariat. Donc, le PEPRMIE se caractérise en 3 volets. Nous avons le volet 1, axé sur l'acquisition des connaissances fondamentales sur les maladies infectieuses émergentes. Le volet 2, promouvant de l'innovation en matière de diagnostic, vaccins et traitements. Et enfin, nous avons aussi le volet 3, permettant aux politiques publiques de faire face aux crises épidémiques. Donc pour ce faire, le PEPRMIE lance des appels. Nous avons donc 3 appels à projets, un qui a été lancé en 2023, un autre en 2024, et celui-ci pour lequel nous apportons davantage d'informations en 2025. Nous lançons aussi un appel à candidature pour des chaires juniors qui est prévu cette année et qui est actuellement ouvert. Et enfin, un appel à manifestation d'intérêt pour le financement d'équipements et infrastructures de recherche qui est encore à venir. Il est important aussi de garder à l'esprit qu'au sein du volet recherche de la stratégie d'accélération maladies infectieuses émergentes menaces nucléaires, donc SAMIE-MN, un autre PEPR est présent, le PEPR PRESOD pour Preventing Zoonotic Diseases Emergence. Une étroite articulation existe entre ces 2 programmes, c'est-à-dire le PEPR-MIE et le PEPR PRESOD, qui sont axés sur la santé humaine, animale et l'environnement, et qui vont de la préémergence des pathogènes zoonotiques à leur diffusion dans les populations humaines. Donc maintenant, nous allons commencer un aperçu de l'ensemble des projets qui ont été financés au cours des appels 2023 et 2024 du PEPRMIE. Donc pour vous donner une petite idée, en 2023, nous avons reçu 37 projets et en 2024, nous en avons reçu 27. Sur ceux-ci, 11 projets et 9 projets respectivement ont été acceptés, soit environ un taux d'acceptation de 30%. Nous avons alloué à ces projets 22 et 16 millions respectivement. Nous avons principalement reçu des projets dans les volets 1 et 2 et principalement accepté des projets dans ces volets-là puisque nous avions eu beaucoup plus de projets là-dessus. Concernant les familles de pathogènes des projets financés, comme vous pouvez le voir, nous avons financé beaucoup de projets portant sur les arboviroses et les viroses respiratoires, car nous avons principalement reçu des projets sur ces thématiques. À noter que les bactéries qui étaient éligibles en 2023 ne le sont plus, car le champ des thématiques se resserrait en 2024.
ce qui est toujours le cas en 2025 pour cet appel. Ce resserrement des thématiques a été lancé via la demande de révision de notre liste de pathogènes prioritaires pour répondre à nos tutelles. Donc pour les lauréats de l'appel à projet 2023, l'ensemble des projets lauréats sont détaillés concernant leurs thématiques, les résumés, etc. sur notre site internet. Le lien est ici et de toute façon, vous aurez accès au PowerPoint qui sera mis en ligne. Donc nous avons bien financé 11 projets en 2023 et 9 projets en 2024. Nous vous invitons donc aussi à regarder les résumés sur le site internet de l'ensemble de ces projets et de proposer des thématiques complémentaires à celles-ci. De même, comme évoqué précédemment, le PEPR Trésol, avec lequel certaines de nos thématiques se recoupent, a lancé 3 appels à projets. Nous vous recommandons donc de ne présenter que des projets avec des thématiques complémentaires et différentes des projets financés dans le cadre des appels à projets du PEPR MIE ainsi que ceux du PEPR Trésol. Donc maintenant, on va apporter un peu plus de détails sur l'appel à projet 2025 du PEPR MIE, c'est pourquoi vous êtes tous présents. Donc comme vous devez le savoir, l'appel s'est ouvert le 2 mai et clôturera le 30 juin. Vous recevrez des informations sur l'éligibilité de vos dossiers aux alentours du 15 juillet. Concernant l'évaluation des projets, qui est un processus interne à la NRS-MIE, nous organiserons l'évaluation de vos projets à la mi-octobre et vous recevrez les décisions et notifications de financement en fin d'année ou début d'année prochaine. Pour votre information, l'appel à projet 2025 du PEPR MIE détient une enveloppe de 16 millions d'euros. Nous y attendons des consortia interdisciplinaires d'équipes de recherche académique française et nous encourageons les collaborations internationales avec des partenariats privés. À noter que ces derniers ne seront pas bénéficiaires de l'aide. Nous attendons des projets de 2 à 3 ans dans les thématiques de recherche fondamentale, innovation et santé publique, sciences humaines et sociales. Nous demandons également aux projets de recherche fondamentale et innovation d'avoir un budget minimal d'1 million d'euros. Cependant, aucun budget minimal n'est attendu pour les projets issus du volet 3 ou le volet de santé publique, sciences humaines et sociales. Les allocations de recherche sont associées aux projets déposés sur la plateforme à projet. Donc, comme je l'ai mentionné, les volets prioritaires restent les mêmes que ceux des appels à projets 2023 et 2024 du PEPR MIE. Le volet 1 vise à accélérer l'acquisition des connaissances sur les maladies infectieuses émergentes. Le volet 2 s'axe sur l'organisation de développement de nouveaux traitements, vaccins et diagnostics. Et enfin, le volet 3 permettant aux politiques publiques et à la société de faire face aux crises épidémiques. Donc, comme évoqué précédemment, les projets proposés devront cibler un ou plusieurs des familles de maladies émergentes prioritaires suivantes, c'est-à-dire les fièvres hémorragiques virales, les arboviroses et les viroses respiratoires. Encore une fois, nous vous demandons de prendre en compte les thématiques déjà couvertes par les lauréats de 2023 et 2024 des PEPR MIE ainsi que de ceux du PEPR Trésol. Concernant la composition de votre dossier de soumission, votre dossier de présentation scientifique du projet devra être rédigé en anglais avec un maximum de 25 pages. Toutes pages excédant les 25 ne seront pas transmises à l'évaluateur. De plus, la trame est disponible sur le site internet ainsi que sur la plateforme Apogée. L'ensemble des Concernant vos demandes d'allocation de recherche, ces dernières sont non nominatives et rédigées en anglais avec un maximum de 4 pages. Ce dernier doit être annexé au document de projet en un seul PDF. Et la trame aussi se trouve sur notre site internet, comme l'ensemble des documents administratifs. L'ensemble des informations administratives et budgétaires sont à remplir directement au sein de la plateforme. Et comme je l'ai mentionné, l'ensemble des documents doivent être soumis sur la plateforme Apogée dans l'onglet Appel à projet Flash. C'est très important. Pour vous donner un peu plus d'informations sur nos procédures d'évaluation, vos projets sont évalués par des jurys pluridisciplinaires d'experts français et internationaux. Nous avons 3 experts qui expertiseront chacun de vos projets. Les notes attribuées aux projets évalués ainsi que les conclusions des évaluations de vos projets nous seront transmises par le comité, ainsi que la liste des projets recommandés ou non recommandés par le comité. Les projets recommandés seront proposés au secrétariat général pour l'investissement, où nous y attendrons la décision du Premier ministre pour financer les projets. Nos critères d'évaluation sont les suivants. Donc, nous attendons de l'excellence et une ambition scientifique pour vos projets, comprenant la clarté des objectifs et des hypothèses, le caractère novateur et pertinent de la méthodologie, ainsi que de l'approche interdisciplinaire et surtout la thématique Une seule santé ou One Health. Nous prenons aussi en compte la qualité du consortium et les moyens mobilisés avec les compétences et expertises du consortium,
l'adéquation entre les moyens humains et financiers mobilisés et le calendrier et la gestion des risques scientifiques. Nous considérons également l'impact et les retombées du projet, c'est-à-dire leur contribution aux objectifs du PEPR-MIE, l'impact sur la structuration de l'espace national de recherche, l'impact sur les populations et leur santé, l'impact économique, sociaux et sociétaux, ainsi que la stratégie de valorisation des résultats. Si vous voulez en savoir plus, ces éléments-là sont beaucoup plus détaillés dans le règlement que nous vous invitons fortement à lire en détail. Donc, voici un petit récapitulatif de l'ensemble des informations que nous vous avons transmises. Donc, l'ensemble des documents et des trames sont disponibles sur notre site internet ainsi que sur la plateforme Apogée. Nous vous y avons donné les liens sur cette diapositive. Si vous éprouvez des difficultés avec la plateforme Apogée, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante, apogée@anrs.fr. Pour toute question concernant votre éligibilité, les règlements, les documents à remplir, etc., contactez-nous à l'adresse aap@anrs.fr. Donc, encore une fois, l'ensemble de ces diapositives et le webinaire seront mis en ligne sur notre site internet, ainsi que la foire aux questions qui compilera l'ensemble des questions qui nous ont été transmises et demandées. Donc maintenant, place à vous et à vos questions. On va répondre à l'ensemble de vos questions, que ce soit écrit dans le chat ou n'hésitez pas à lever la main pour poser des questions si vous en avez. Merci. Merci Tiffaine. Donc, on peut, si vous êtes d'accord, commencer à répondre aux questions du chat. Je profite aussi pour informer que nous avons notre département administratif et financier présent. Et donc, ils pourront aussi prendre des questions un peu plus spécifiques sur la partie plus financière. Et il y a quelques représentants des différents départements de l'ANRS, notamment les départements innovation et d'autres. N'hésitez pas à vous manifester. Voilà. On est à 60 participants maintenant. Je ne vois pas tous les participants. Donc, si vous voulez, on peut commencer à lire les questions du chat. Donc, Nancy Léon, elle demande est-ce qu'une personne avec un contrat ANRS peut présenter un projet PEPR? Et donc, j'imagine que vous voulez dire quelqu'un qui a déjà un financement des projets sur d'autres, ça s'appelle de l'ANRS. Donc, oui, quelqu'un qui a déjà un financement ANRS, il peut présenter un projet PEPR MIE. Agathe Coleman, bonjour. Est-ce qu'une personne qui coordonne le projet PEPR MIE peut être partenaire, pas coordinateur, dans son autre projet PEPR MIE? La réponse est également oui. Et vous pouvez être partenaire dans d'autres projets PEPR. Alors, Nancy Léon, elle redemande quels sont les points forts pour la rédaction du projet. Comme il a été indiqué par Tiffaine, il y en a des trames pour l'écriture de votre projet où pour chaque épigraphe, c'est indiqué, il y a quelques indications écrites en violette pour ce qu'il a attendu dans chaque demande. Donc, voilà, n'hésitez pas à essayer de répondre au plus près de ces demandes pour que les dossiers y rentrent dans ce qu'il est attendu. Alors, est-ce que les dossiers doivent être labellisés par Arthur Saron, pardon, et il demande est-ce que les dossiers doivent être labellisés par un pôle compétitif de rattachement? Donc, la réponse est non. Et n'hésitez pas, mes collègues, si vous voulez rajouter quoi qu'il en soit, mais on n'en a pas besoin qu'il soit labellisé. Voilà. Après, si vous y participez, ce sera certainement un plus, mais ce n'est pas, il ne va pas freiner la légibilité. Alors, Nancy Léon, il redemande est-ce que c'est comment la structure du projet, combien de passes à considérer, les systèmes, etc. Et donc, il y aura un webinaire pour la rédaction, il n'y aura pas de webinaire pour la rédaction. Et concernant les autres questions, je pense que Tiffaine a répondu. N'hésitez pas à prendre les règlements puisque tout était spécifié là et aussi dans les trames projet. Donc, pour le projet de rappel, c'est 25 pages avec police. Bon, je me souviens pas, c'est écrit dans les documents, police 11, je pense. Donc, voilà. Et c'est important de ne pas dépasser les 25 pages. Ça a été une demande du comité de l'année dernière. Ce n'est pas équitable d'avoir des dossiers plus longs que des autres. Et donc, 25 pages, au-delà de 25 pages, ça ne sera pas, excusez-moi, transmis au comité.
La question suivante, c'est Camille Lacombe. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'être budget dans les documents de soumission AP. Oui, vous avez raison, Karine, il y en a pas dans les documents qu'on vous propose. Les budgets, il faut les remplir directement online sur la plateforme Apogée. Vous saurez en anglais partie budgétaire et là, il va vous être demandé toutes les informations pour chaque équipe. Et voilà, analyser comme nous, on a l'habitude de faire à l'ANRS. Donc, effectivement, ce n'est pas un document à part, c'est à remplir directement sur la plateforme. Nancy Léon, il redemande est-ce que l'évaluation pour les projets POPR considère les CV du coordinateur ou c'est le projet le plus important dans l'évaluation? Et voilà, les critères d'évaluation, ils ont été indiqués. Donc, c'est très important que les projets un projet, que ce soit l'excellence, c'est l'excellence scientifique qui va être évaluée. Après, bien entendu, c'est important que les CV du porteur justifient voilà, ces projets et qu'ils soient capables de porter les thématiques. Donc, tout rentre dans l'évaluation avec, très important, l'excellence scientifique et comment ça s'intègre dans l'ensemble de la stratégie. Les points importants sur l'évaluation des projets viennent d'être présentés. Le PowerPoint il va être partagé. Alors, pour la partie financière, je sollicite mes collègues. Avez-vous besoin de devis? Donc, ma réponse maintenant, c'est non. Je laisse compléter peut-être Iris ou Arnaud. Non, effectivement, il n'y a pas de devis qui sont demandés. Vous remplissez votre budget. Votre budget doit être sincère, c'est-à-dire qu'il doit s'appuyer sur des évaluations objectives du besoin, que ce soit le coût d'un équipement ou même pour des missions. Donc ensuite, c'est à vous d'avoir derrière bien évalué le projet et les devis vous serviront à évaluer le coût réel pour pouvoir avoir un budget qui soit solide sur toute la durée du projet. Merci. Nancy Léon, le budget est avec devis ou seulement une estimation générale des dépenses pendant le projet, donc ça vient d'être répondu. Le porteur du projet doit être titulaire d'un poste. Iris, je te laisse répondre. Oui. Je suis pas certaine d'avoir une réponse. C'est-à-dire que les dépenses sont forcément affectées à un organisme. Donc, il faut que les chercheurs soient en mesure d'être affectés à un organisme gestionnaire pour ces dépenses. Ensuite, les personnels ne sont pas forcément des titulaires, mais ça, c'est à clarifier avec l'organisme gestionnaire en amont. Donc, ça dépend ce que vous entendez par titulaire d'un poste. Vous pouvez être chercheur contractuel, par exemple. Je ne sais pas, un chercheur sur contrat, sur projet. Et donc ça, si votre organisme gestionnaire est d'accord, pour nous, il n'y a pas de difficulté. En revanche, il faut que vous soyez rattaché à un organisme gestionnaire public qui corresponde aux critères de pilotage tels qu'ils sont déterminés par le PEPR. Et là, c'est ça la contrainte pour nous. Mais votre statut en tant que chercheur, évidemment, on sait qu'il n'y a pas que des chercheurs titulaires de leur poste. Donc ça, pour nous, ça ne pose pas de difficulté. Merci. Karine Lacombe, effectivement, il est demandé le CV du coordinateur, mais les chapitres s'intitulent projet de manager. Or, ces fonctions sont très différentes. Que souhaitez-vous précisément? Donc, c'est en effet le CV du coordinateur, donc du chercheur qui va prendre la coordination globale du programme, qui va être le bénéficiaire principal de l'aide et qui, après, son organisme gestionnaire, il va dispatcher dans les autres équipes. Et on va regarder parce que si c'est question de... c'est pas clair sur la projet, on essaiera de voir si on peut clarifier. Mais en effet, je confirme, c'est le CV du coordinateur. Arthur Saron, est-ce que le financement permet de payer les CRO et ou les consultants? Si oui, jusqu'à quel pourcentage? Donc, la réponse, encore une fois, je invite Iris à compléter, mais effectivement, le financement permet de payer les CRO et les prestations. Donc, mon CRO, il est considéré comme prestation. Si oui, à quel pourcentage? Je vous invite à prendre en compte les règlements financiers. Il me semblait, mais moi, j'ai des services complétés, mais qui on n'en a pas un pourcentage. Mais dans tous les cas, vas-y. Effectivement, non, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les prestations de services peuvent être
le mécanisme de prestation de service peut être utilisé dans le projet. Dans ce cas-là, vous devez respecter évidemment les règles liées à la commande publique. Et ensuite, nous avons fait le choix à l'heure actuelle de ne pas limiter en termes de pourcentage le pourcentage rapporté au montant total du budget, le pourcentage lié à la prestation. Question suivante est Malé, pardon. Question sur les allocations doctorales. Est-il autorisé de demander une extension de thèse d'un an pour un étudiant actuellement en thèse sur un autre financement? Donc, Iris, tu veux ou je réponds? Vas-y. N'hésitez pas à compléter. Donc, en fait, les budgets pour l'allocation de recherche, qu'on appelle à l'ANRS allocation de recherche, ça fait partie des serrages. On n'en a plus d'allocation de recherche séparée du projet. Donc, dans ces cadres-là, oui, vous pouvez considérer une partie des RH. Je dois confirmer si c'est RH au fonctionnement sur les règlements financiers, mais vous pouvez en effet considérer qu'il y a une personne qui va continuer à travailler avec vous un an, qui se trouve que c'est un doctorant, et pour leur ajouter la partie de financement qui correspond. En revanche, c'est important que pour les demandes des thèses que vous remplissez, pour les demandes des 300 de thèses ou des postdocs, que vous remplissez les documents annexes pour nous donner de l'information sur le projet ou la partie du projet que vous souhaitez attribuer à ces allocataires, à ces postdocs ou étudiants. Mariam Marcar, peut-on intégrer un partenaire d'un pays étranger? Effectivement, ça vient d'être dit, oui, on peut intégrer un partenaire dans un pays étranger dans le consortium. En revanche, il ne pourra pas être bénéficiaire de l'aide. Si vous pensez qu'intégrer, si vous avez besoin d'intégrer ce partenaire, c'est très bien, il ne pourra pas être bénéficiaire, mais en revanche, c'est important de discuter, de le présenter dans le projet pour comprendre un peu la portée globale de tous les projets. En revanche, je répète, il ne pourra pas être bénéficiaire de l'aide. Et c'est pareil pour les boîtes privées, les pharma, etc. Ils peuvent faire partie du consortium, mais ils ne peuvent pas bénéficier de l'aide directement. Donc, en question d'INSERM, Gio, je pense que ça doit être Grants Office, si je ne me trompe pas, je ne sais pas. Est-ce que l'institution porteuse du projet peut être l'université dans le cas d'une UMR ayant la double tutelle INSERM Université? Oui, la réponse est oui. Iris, tu confirmes? Oui, effectivement. En fait, ça dépend de l'accord de mixité qui a été signé. Donc, chaque UMR a un accord de mixité signé et donc qui détermine en général soit la nature des projets, soit le type de financeur géré par telle tutelle, puisqu'on peut avoir des doubles tutelles, voire des triples tutelles. Donc ça, il faut simplement être vigilant lorsque le chercheur remplit son dossier en ligne sur Apogée, à ne pas se tromper. Et je vous dis ça parce que nous, une fois que dans le Apogée, on a comme organisme gestionnaire pour le porteur principal, je ne sais pas, l'université, si on a un accord de mixité et qu'en fait, il faut que ça soit l'INSERM, c'est indiqué sur la décision Premier ministre et donc ça nécessite des modifications conséquentes. Donc il faut être vigilant à bien respecter l'accord de mixité ou à bien vous assurer s'il y a une dérogation à l'accord de mixité que c'est bien l'institution que vous aurez désignée. Mais en tout cas, il n'y a aucun souci, université ou INSERM, ou même CNRS, puisqu'il y a d'autres types d'instituts de PST, il n'y a aucun souci pour porter pour les UMR. Merci. La question suivante, c'est Laurie Vernet. Est-ce que les documents de référence de l'appel existent en anglais? Je laisse Morgane répondre. Oui, bonjour Laurie, bonjour à toutes et à tous. Donc les documents, effectivement, sont en cours de traduction et seront mis en ligne incessamment sous peu sur le site. Voilà, donc d'ici 7 à 14 jours. Merci. Arthur Charon, vous parlez de l'implication de la société civile. Pourrez-vous détailler? Donc, je vais détailler, vérifier s'il y a ma collègue Sandrine. Je pense qu'elle n'est pas. Donc, oui, en fait, à l'ENRS, on tient à cœur la participation des sociétés civiles dans les projets, et notamment dans des projets, la recherche clinique qui sort peut-être un peu défini précisément du périmètre de l'appel, quoique il y en a des petits études qui peuvent se mettre en place.
Mais c'est important enfin pour nous, c'est important que la participation de la société civile dans le projet. Ce n'est pas non plus rédhibitoire, ce n'est pas un critère d'éligibilité, mais voilà, pour certaines études où on peut tester, enfin étudier l'acceptabilité d'une intervention ou voilà, ce type de choses, bah, parfois travailler avec les associations de patients, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, ce n'est pas rédhibitoire ni un critère d'éligibilité. Ce sont des recommandations qui, je pense que c'est important pour certains projets. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Est-ce que certaines familles virales sont priorisées par année? Non. Oui, non, il n'y a pas de priorisation. Pardon. Et oui, il n'y a pas de priorisation. Donc, encore une fois, le périmètre de cet appel, c'est réservé aux fièvres hémorragiques virales, au virus respiratoire et au salvovirus. Donc, il faut que vos pathogènes rentrent dans ces familles. Les approches transversales sont aussi acceptées. Mais il n'y a pas de priorisation parmi les trois. Donc, c'est vraiment la qualité scientifique et l'excellence scientifique qui prime pour l'évaluation. Après, comme il était bien signalé par Tiffaine, c'est important de prendre connaissance de ce qu'il existe déjà, enfin, de ce qu'il a été déjà financé pour proposer des choses complémentaires qui ne financent pas, en gros, deux fois le même projet. Mais cela dit, il n'y a pas une priorisation en amont. Tout sera principalement fait en fonction de la qualité scientifique. Et Laura Cole, bonjour. Vous a-t-on fourni des délais pour justifier le budget? Cette réponse ou non? Antoine, oui. Je m'excuse, je vais pas répondre à votre question par mail. Donc, puis-je déposer un projet sans être encore employé à l'Université française ni de l'équipe de rattachement que je ne rejoindrai qu'en octobre 2025. Mais l'Université française m'accompagne et certifiera mon affectation. Donc, je peux commencer si tout veut finaliser, mais voilà, je ne vois pas de problème à déposer un projet. Enfin, voilà, vous dites que l'université vous accompagne et qui certifie votre affectation. Je ne vois pas le problème de le faire. Voilà, le seul risque, c'est que si au moment de la résolution de l'appel et de l'attribution des financements, de l'annonce des lauréats, vous n'êtes pas une institution qui rentre dans les critères d'éligibilité et ne pourra pas vous attribuer le financement. Voilà. Et avec, je ne sais pas si tu veux compléter, le problème c'est que Antoine, il est encore attaché à une institution suisse, si je ne me trompe pas, et qu'il a des démarches pour venir en France, et ça sera à la fin de l'année qu'il aura son rattachement validé en institution française. Mais à toute évidence, ça semble juste être une question administrative que ça soit possible, quoi. Ils sont en train de le faire. Ok. Ok. Donc la réponse est oui, vous pouvez déposer avec en tenant en compte que ça sera une institution française de lauréats. Quelle place une équipe RD au sein d'une entreprise privée peut-elle avoir dans les cas de cet appel? Et voilà, une entreprise privée ne pourra pas être financée. Elle pourrait faire partie du consortium, mais sans recevoir le financement directement. Voilà, une équipe R, recherche et développement, s'il fait une prestation spécifique pour un laboratoire, et il pourrait être inclus dans le budget du laboratoire pour ces prestations. Voilà, une prestation, encore une fois, c'est sur devis, ce n'est pas embaucher une personne, c'est vraiment un devis pour une prestation bien définie. Donc, je ne sais pas, Amel, si tu es là, que tu veux compléter, mais c'est la seule façon que cette équipe pourrait être financée, si ce n'est pas une équipe académique. Oui, je confirme, je suis du même avis. Elle ne pourra pas, Merci. pourra pas bénéficier du financement directement, mais si c'est une prestation via l'entreprise privée, oui, et effectivement sur devis. Alors, Marianne,
Peut-on insérer, merci Amel, pardon. Peut-on insérer un calendrier prévisionnel avec les attendus par étapes dans la trame du projet ou cela peut être mis en annexe? Donc oui, si je me souviens, le bon demande dans la trame d'inclure un Gantt où voilà, il y a des différentes étapes et jalons. Et donc oui, ça fait partie du projet, du document projet. Donc oui, vous pouvez les soumettre et c'est même... Hélène Mallet, pouvez-vous donner des précisions sur le budget concernant l'utilisation des plateformes? Faut-il les indiquer en prestation de services? Là, je transfère la question à Iris. Bah, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que souvent, effectivement, les plateformes utilisent le format de la prestation de service, notamment parce que pour le suivi des coûts. Donc oui, dans ce cas-là, c'est de la prestation de service. Ça dépend du montage. En tout cas, il n'y a pas de problème pour avoir de la prestation de service. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de... Enfin, ça vous fait passer parfois en fonction des coûts dans une démarche de mise en concurrence ou de marché public. Donc c'est à vous de voir. Mais en tout cas, oui, il n'y a pas de souci pour... Ça dépendra, en général, ça dépend de l'organisme gestionnaire et de ce genre de choses. Mais ça, en tout cas, il n'y a pas de souci pour passer par une prestation de service pour le faire. Merci. Agathe Coleman, est-ce qu'un chercheur pour qui ce sera le premier projet en tant que coordinateur sera désavantagé? Eh bien, on veillera à que ce ne soit pas le cas. Et encore une fois, c'est de récompenser l'excellence scientifique, l'innovation, l'articulation avec, enfin, l'intégration dans la globalité de France 2030. Donc, voilà, si le projet il tient tout ça et que le consortium il est bien monté, qu'il répond à des questions intéressantes et importantes et innovantes, et bien, a priori, ça ne devrait pas être désavantagé à une personne qui est porteuse pour la première fois. Arthur Saron, sur le règlement.6, sur la description des projets reliés, lister et décrire les projets en cours de financement. Si on a des projets qui sont reliés mais inspirés, faut-il l'écrire? Et là, c'est votre choix. Vous les décrivez si vous pensez que ça peut donner des informations nécessaires ou importantes sur l'état de l'art et que vous pouvez vous appuyer pour développer votre proposition. Agathe Coleman, est-ce qu'un partenaire étranger pourra bénéficier de l'air à travers une prestation de services de la part du coordinateur? Iris, n'hésitez pas à compléter, mais c'est un peu toujours la même réponse. Effectivement, on peut faire une prestation. On peut faire une prestation pour une boîte internationale. Et je lis avec les pincettes, Iris. Oui, pardon. Effectivement, en fait, la prestation de service existe. Donc, une prestation de service peut être fournie par un partenaire public ou privé, français ou étranger. Donc, si vous êtes en lien avec un partenaire étranger, public ou privé, et que vous ne pouvez pas le financer parce que le PEPR ne permet pas le financement d'équipes étrangères et que vous souhaitez valoriser son apport, et surtout parce qu'il ne faut pas oublier non plus la nature du lien qui vous unit, c'est-à-dire qu'une prestation de service, c'est qu'on demande à quelqu'un de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une relation de donneur d'ordre. Donc, ce n'est pas la même chose que d'avoir un partenaire du projet avec qui on coopère, avec qui on partage des données, etc. Si vous avez ce besoin-là, vis-à-vis qu'une entreprise ou une structure publique ou privée étrangère vous fournisse un service, que ce soit dans de l'analyse de données, dans la fourniture, que sais-je, il n'y a pas de souci. Il faut simplement respecter les règles de passation des marchés publics. Merci. Question Galou, c'est pas son prénom. Peut-on monter un projet sans laboratoire INSERM? Oui, on peut monter un projet sans laboratoire INSERM, mais on insiste encore une fois à bien lire le règlement, puisqu'il y a certains points à tenir en compte pour monter les collaborations. Donc, ce qui concerne la multidisciplinarité, etc. Mais vous pouvez tout à fait monter un projet sans laboratoire INSERM. Branca Ovar. Est-il nécessaire d'indiquer le pourcentage d'engagement de chaque partenaire dans le projet? Et donc, vous allez voir comment vous rédigez votre projet, mais déjà, dans la partie budgétaire, c'est nécessaire d'indiquer le budget qui est nécessaire pour chaque équipe.
et le budget détaillé. Et donc, voilà. Et après, dans la description du projet, dans la description scientifique, bien entendu, bon, vous pouvez ne pas indiquer le pourcentage, mais c'est important de bien décrire sur quel work package et quelles sont les actions de chaque partenaire dans l'ensemble du projet. Arthur Saron, dans les documents du projet, le point 2.2 demande un plan d'analyse des risques et le point 2.3 demande aussi les risques sous forme de tableau. Pouvez-vous clarifier la différence entre les deux? Et voilà, peut-être je ne peux pas vous dire les différences. On peut, sauf si Yamel ou quelqu'un de l'ANRS, c'est l'ambition un peu plus claire. Sinon, on s'engage à vous répondre par mail. On regarde bien et on répondra par mail. Amel ou Tiffen on peut répondre par mail, hein, parce que moi, maintenant, je n'ai pas la réponse. Non, plutôt par mail. Amel, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord, oui. Ok, on s'engage à vous faire une réponse. Et on le mettra dans la réponse commune. Karine, est-ce que les associations peuvent recevoir un financement direct ou est-ce qu'elles peuvent contractualiser avec les laboratoires de recherche qui portent le projet? Eric, ton avis? Je préférais qu'on fasse une réponse par écrit parce que Ouais. je ne suis pas certaine de la réponse, donc je m'en voudrais de dire des âneries sur ce webinaire. Oui, moi pareil. Donc, effectivement, Karine, on va regarder en détail et on vous fait une réponse par écrit. Antoine Flahaut, toujours le point 6, projet en cours de financement. Si on répond à deux appels indépendants avec des éléments de recoupement entre les deux, faut-il indiquer ici au cas où les deux sont financés in fine? Et ben moi, je pense que vous devez indiquer dans les documents projet tout ce que vous pensez que c'est nécessaire pour la bonne compréhension et pour la bonne évaluation du projet. Après, voilà, on est en clair, quelles sont les choses financières, quelles sont les choses qu'on attend. Et si vous comptez de parler d'un projet qui sera complémentaire et qui pourra vous donner des données, il faut que vous soyez aussi en position d'indiquer qu'est-ce qui se passe si l'autre projet n'est pas financé. Parce que ça risque de poser un peu de questions aux évaluateurs. Donc voilà, gardez en tête que votre audience pour ce projet sont les évaluateurs et qu'il faut qu'il soit clair pour eux ce que vous voulez dire et comment vous voulez aborder votre projet. Arthur Saron, est-ce que le projet peut être lié à la dissémination, par exemple, présentation des étudiants d'université? Je n'ai pas bien compris la question. Si le projet tout en entier, ça se pose sur la dissémination, je ne sais pas, c'est out of my scope. Si vous voulez parler de des actions de dissémination de votre recherche, voilà, c'est important que vous nous donnez un peu un plan de savoir comment vous allez valoriser, mais je suis désolée, je n'ai pas bien saisi la question, donc n'hésitez pas à nous écrire par mail ou à nous appeler et on pourrait parler. Voilà, tranquillement. Karine, merci. Donc, Agathe, pardon, oui, vas-y. Vas-y, Non, Eric. pardon, sur la dissémination, je pense, moi je lis ça, c'est les items qu'on demande de remplir souvent sur des projets européens. Effectivement, la question de la valorisation et de la dissémination des connaissances acquises est essentielle sur les projets européens et fait partie des critères de notation. À ma connaissance, ça ne fait pas partie des critères de notation officiels du PEPR. En revanche, ça fait partie des éléments qui sont pris en compte lors de l'évaluation, au même titre que l'excellence scientifique, etc., etc. Donc, si vous avez prévu dans votre projet des actions de fertilisation croisée des connaissances, évidemment qu'il faut aussi les mettre en avant, d'autant que ça peut aussi justifier un peu de budget pour aller organiser des ateliers, par exemple, avec des étudiants d'université. Voilà. Merci. Arthur Saron, si votre question c'est différent à ce qu'on a proposé comme réponse, n'hésitez pas à nous le signaler. Mais voilà, merci, merci Eric. Agathe, est-ce que le montant demandé sera celui obtenu en cas de succès ou est-ce qu'on peut nous accorder le financement, mais pour un montant plus bas que celui demandé? Donc, il y en a deux points là.
encore une fois, n'hésitez pas à compléter. Donc, il y a un montant minimum déjà des demandes. Et donc, a priori, tous les projets lauréats ils seront calés sur ces montants. Et ça peut arriver effectivement qu'on réponse aux recommandations des évaluateurs parce qu'ils trouvent qu'il y a un work ça n'apporte pas plus au projet ou ça peut être très risqué ou etc. Ou sinon, à la réunion d'arbitrage avec la direction de l'ANRS, ça peut arriver de faire une demande de réduction budgétaire. Voilà, donc ça sera, dans tous les cas, ça sera des demandes justifiées pour des raisons justifiées et qui seront négociées avec le porteur de projet une fois que les arbitrages, que la discussion autour de l'arbitrage, il aurait été lieu. Iris, tu veux compléter? Bah, tu as tout dit, Inma. Effectivement, l'évaluation par les experts peut conduire à à accorder un financement, mais qui peut être réévalué à la baisse avec des recommandations soit liées à un type d'activité, soit sur le budget global. Encore une fois, c'est quelque chose qui est fait avec beaucoup évidemment de précautions et au vu de l'avis des rapporteurs et du comité. Oui. Je voulais juste rajouter que pour ceux qui connaissent l'ANRS, voilà, il y en a les processus d'évaluation et puis l'étape d'arbitrage avec la direction de l'ANRS qui prend en compte les recommandations du comité et d'évaluation et il prend ses décisions de financement. Dans cet appel en particulier, le POPA, on en a encore une étape derrière que c'est la décision du Premier ministre. Donc voilà, nous on fait une recommandation, enfin l'évaluation nous fait une recommandation, l'ANRS valide le choix, il voit ce qu'on peut faire et puis ça passe à validation finale du LGPI. Et donc voilà, juste pour que vous ayez ça en tête, puisque ce n'est pas la procédure standard de l'ANRS, ça diffère un peu. L'étape supplémentaire de validation. Et ça peut aussi retoucher les choses qu'on a proposées. Ce n'est pas arrivé jusqu'à maintenant. Je pense que ça n'arrivera pas, mais on n'est pas à l'abri voilà, de ces petites dernières étapes. Donc, on est arrivé à la fin des questions. Il y a une question ou deux qu'on doit répondre par mail. N'hésitez pas, on s'engage à les faire. N'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse apnrs.fr ou bien sur l'adresse atelier@nrs.fr si vous avez des problèmes techniques avec la plateforme pour qu'on puisse lire les questions. On vous a remis les adresses email dans le chat, puisqu'on est passé assez rapidement sur les diapositives qui étaient présentes dans le PowerPoint. Mais de toute façon, encore une fois, l'ensemble de ce webinaire d'information, le PowerPoint ainsi que la FAQ seront mis en ligne le plus rapidement possible. Et voilà. Et si vous avez des questions, encore une fois, comme elle a mentionné, n'hésitez pas à nous contacter par email ou même si dans les minutes qui suivent, à renvoyer un message sur le chat s'il le faut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon, on laisse ouvrir la réunion, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vraiment. Oh, bon, toutes mes excuses parce que j'ai confondu les heures là, avec la correspondance de décalage horaire. Là. Donc, voilà. Je voulais savoir par rapport à cet appel, l'éligibilité là, est-ce que les pays du Sud là sont éligibles à l'appel? Non, non, non. C'est un appel qui ne peut financer que les équipes académiques de recherche en France. Et donc, vous pouvez faire partie d'une consortium, mais en revanche, ça ne sera pas financé. Vous ne pourrez pas recevoir un financement. Voilà, on vous invite, on doit se connecter à notre webinaire d'information sur les chaires du PEPR. Et donc, on va devoir quitter, mais n'hésitez pas à nous écrire, on peut éventuellement se parler si vous avez plus de questions. Parce que là, maintenant, on va devoir couper, mais n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. Mais dans tous les cas, ce n'est pas éligible.
Ok, ok, ok. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup à vous et pour votre intérêt. En revanche, après, on termine. Il y en a d'autres qui s'appellent l'NRS qui permet le financement des pays à ressources faibles intermédiaires. Donc, n'hésitez pas à regarder le site de l'NRS pour rester au fait des différents appels. Ok, merci, merci. Alors, merci à tous. On va clôturer sa réunion et pour ceux qui s'intéressent, on en parlera des chaires juniors PEPR dans 2 minutes. Merci beaucoup. Au revoir.